You're now listening to Dirty Feet, a brand new podcast on No More Radio. Bonjour, oui, vous êtes sur les ondes des Pieds Sales, a.k.a. Dirty Feet podcast on No More Radio. I'm Allison Burns. I'm JD Papillon. Oh, I'm Jen Doan. The donor. Donor. I'm the donor. This is Joanie on No More Radio. Stay tuned for Dance, circus, burlesque, tango, movement, salsa, whatever it is, we're gonna move you. All right, we're here again this week to talk about dance. We're based out of Montreal. We're Dirty Feet. And today we have a really cool interview coming up. But before we get to that, is there anything we need to know about what happened last week in dance? Well, my review of Corps Caverneux by Aurélie Pedron, which stars Lyle Stellick, who was with us last week on the show, is up now on Bloody Underrated. So if you'd like to know what I thought about that show, just go and read it. Cool. Let's get started. Alors aujourd'hui avec nous pour l'émission, on a Karine Ledoyen de la compagnie Danse Cas par Cas, une compagnie qui est établie à Québec, qui roule depuis plusieurs années. Elle va présenter un spectacle à l'Agora de la danse à partir de la semaine prochaine. Donc bonjour Karine, ça va bien? Oui, vous-même. Oui, merci. Donc si tu voulais un peu nous parler de ton parcours, d'où tu viens, ce que tu as présenté déjà et tout ça, juste une petite bio très rapide. Une bio rapide. Alors, je peux dire que j'ai étudié à l'École de danse de Québec et que par la suite, j'ai été en Europe, à Grenoble, où j'étais apprentie pour deux compagnies. J'allais principalement à Grenoble pour Jean-Claude Galota, que j'avais vu un extrait d'un spectacle qu'il avait fait par vidéo à l'époque, avec le gros VHS. Et puis, tout de suite, je m'étais dit que je devais rencontrer cet homme parce qu'il y avait quelque chose en lui, dans son travail, qui m'attirait beaucoup. Et puis, je suis allée à Grenoble, moi, petite Québécoise, avec mon pack-sac, plein d'espoir. Puis, une fois arrivée là, j'ai comme un peu eu la réalité de la danse en Europe, qui est très, très... en fait, où tous les gens de l'Europe se ramassent en France pour danser. Donc, il y avait beaucoup de gens de plusieurs pays, plusieurs façons aussi d'approcher la danse. Et puis, par ces rencontres, j'ai bifurqué vers des petites compagnies, en fait, qui gravitaient autour du Centre national. Et puis, j'ai travaillé comme apprentie pour deux chorégraphes qui étaient Robert Seyfried, puis François Vérune. De cette expérience, ça a peut-être amené en moi encore le plus grand désir d'aller vers la création, en fait. Ça a fait naître encore plus de façon marquante ce désir-là en moi, ce passage-là. Et il fallait que je revienne au Québec pour les visas et tout ça. Puis par la suite, quand je retournais ici, c'était sûr que dans ma tête, je venais m'établir à Montréal. Alors, je suis restée un petit peu à Montréal, puis finalement, j'ai été un week-end à Québec, puis j'ai rencontré les gens que j'aimais, avec qui j'avais envie d'être et de travailler, et puis j'ai bifurqué complètement mon idée pour aller m'établir à Québec. Il faut se rappeler à l'époque, on remonte un peu dans le temps, que c'était quand même, la danse, c'était pas ce qu'elle est maintenant à Québec. Donc, il y avait beaucoup de choses à faire. Le centre, le diffuseur qui est actuellement à la Rotonde, est en train de naître des cendres de la compagnie Danse Partout. Donc, il n'y avait pas vraiment de perspective pour danser. Harold Réaume, chorégraphe, venait à peine de s'installer à Québec. Donc, tout était vraiment dans les prémices de ce qu'on connaît peut-être maintenant. Et j'ai décidé de m'y établir. Puis de m'y établir et de m'y investir, en fait. C'est surtout ça qui a bifurqué mon parcours, où la création était autant dans la création de spectacles, mais aussi d'intervention dans le milieu, de développement de public, d'être avec les gens, leur partager ma passion, leur dire venez voir de la danse, c'est magnifique, il faut vivre cette expérience. Donc ma préoccupation s'est enchérie de plus en plus peut-être avec ce parcours-là vers justement cette envie de faire partager aux gens quelque chose de particulier quand ils viennent voir de la danse. De là est né le projet Oser. C'est un projet que j'ai fait pendant 9 étés consécutifs. Donc rapidement, j'invitais entre 16 à 25 interprètes d'un petit peu partout de Québec, Montréal, des régions et même de
de l'International, un chorégraphe. Et la journée même, il devait créer une nouvelle œuvre en l'espace de 20 minutes. Et le soir, c'était présenté au coucher du soleil sur un quai. Et on se promenait un petit peu comme ça à travers le Québec de cette façon-là. C'était une façon pour moi d'aller dans les lieux aussi où la danse n'est pas toujours présente, en région, dans des endroits un peu hétéroclites où tout le monde se promène, puis là, pouf, tout à coup, tu arrives sur de la danse. Donc, c'était cette envie-là de partager la danse là où on l'attend pas a pris forme. Puis par rapport, donc c'est ça. Donc et de là est née la compagnie en 2005. Et là, j'ai ramifié à l'intérieur de la compagnie tous les projets et les envies que j'avais dans cette idée-là. Voilà, en gros. C'est long, hein? Non, c'est bien. Et pourrais-tu nous parler un petit peu de la pièce que tu vas présenter à l'Agora? C'est une nouvelle création. Est-ce que c'est une première? Est-ce que tu l'as déjà présentée à Québec? En fait, ce sera une première à Montréal. Donc, le projet Trois paysages qui découle un petit peu de ce que je te racontais. En fait, cette envie de partager avec le public la danse d'une façon différente et peut-être lui offrir une possibilité de s'engager aussi dans la façon de le voir, la danse. Ce projet-là découle aussi de la dernière création que j'ai faite qui s'appelait Air. Donc, je travaille, c'est un cycle qui continue autour du travail autour de l'air. L'air, là, qu'est-ce que l'air? C'est beaucoup de choses. C'est surtout dans les déclinaisons de l'air que j'ai travaillé pour cette pièce-ci. Donc, qu'est-ce que m'inspire l'air? Il y a, en fait, j'ai toujours cette envie là de la rendre sonore, tangible. On peut toucher, on peut la voir aussi. Donc, c'est de trouver des stratégies de comment faire ça. Et donc, aussi, l'air, si on y va de façon métaphorique, c'est aussi quelque chose qui est l'absence, le vide, le silence. Et à travers toutes ces choses-là, une grande question soulevait aussi la façon de... L'air, en fait, accessible à tout le monde. C'est quelque chose qu'on partage. C'est quelque chose qu'on peut pas contrôler aussi. Donc, je voulais mettre ces contraintes-là à l'intérieur du processus de création. Donc, j'ai imaginé une pièce pour 5 interprètes, mais en réalité, en studio, j'en avais 4. Et seulement lors des représentations, ce 5e interprète va pouvoir prendre forme. C'est un risque, mais c'est aussi une super façon de rester dans le réel, dans le moment présent et d'être aussi comme l'air, on peut pas le contrôler, cet élément-là aussi, je pourrais pas le contrôler dans... Une sorte d'électron libre ou quelque chose. Oui, c'est sûr qu'il va être probablement dirigé dans une direction, on le souhaite, mais il va être ce qu'il est et on va composer avec cet élément-là qui sera notre découverte à chaque représentation, en gros. Et pour l'interprète qui va être ce 5e élément-là, ouais. En fait, dans la pièce, quand tu leur en as parlé à cette personne-là, comment est-ce qu'ils ont approché ça? Est-ce que ça a été bien reçu? Est-ce qu'il y avait un peu de nervosité? En fait, c'est ça qu'on va découvrir ensemble lors de la représentation. Parce que ces personnes-là sont pas au courant. Okay. Et ces personnes-là vont le découvrir en même temps que nous. C'est pas un danger, mais c'est quand même... Je vais parler de mes danseurs parce que les danseurs ont accepté cette contrainte-là aussi. Il faut pas l'oublier que eux, ça leur demande d'être d'une extrême grande générosité et d'accueil pour les 1001 possibilités qui peuvent arriver. Ça leur demande une grande vigilance, une grande disponibilité aussi du moment présent, de réagir aussi de façon cohérente à ce qui peut se produire sur scène. Donc, c'est un élément, moi je l'appelle mon courant d'air, ce 5e-là. Et puis c'est seulement lors des représentations qu'on va réellement saisir toute la fragilité de ce 5e élément-là qui va s'ajouter à notre groupe. Voilà. Est-ce que ça répond bien à ta question? Oui, mais ça reste un peu flou, un peu nébuleux. Donc, le processus, tu avais 4 danseurs en studio. Oui. Cette 5e personne-là que tu vas aller chercher, ça va être
tu dis qu'il va y avoir une surprise, que c'est pas encore certain. C'est quelqu'un qui est déjà choisi? Non. Pas du tout. Donc, non, comment est-ce que tu vas aller chercher cette personne-là? Ça va être quelqu'un dans le public? Ça va être... Je crois que oui. Sans trop en dévoiler, t'es très perspicace. En fait, j'essaie de t'en parler sans trop en dire, si tu comprends bien mon point de vue, parce que j'aime bien garder cette possibilité-là ouverte. Mais c'est sûr que je vais agir en tant que chorégraphe. Donc, il va sûrement y avoir un moment de casting qui va se faire pour aller choisir ce 5e élément-là. J'aime bien aussi que puisque ce projet-là, pour moi, est une expérience. Donc, il faut vraiment le voir comme une expérience. C'est ça à quoi le public va être appelé à vivre. D'où mon questionnement aussi, tout le rapport à qu'est-ce que l'engagement du public, comment il vient voir un spectacle. Et aussi, j'ai une plus grande question qui est sous-adjacente à la pièce et qui va pouvoir toujours rebondir sur l'ensemble du public, c'est à savoir à quoi on est prêt à renoncer pour le bienfait de la collectivité. Je le fais, cette expérience, à petite échelle, c'est-à-dire en salle, avec un spectacle de danse, mais je crois que c'est une question aussi qui peut se refléter dans nos vies, dans le quotidien, à tout moment, sur tous les sujets. Donc, ça découle aussi encore de cette thématique de l'air où, justement, on partage quelque chose en commun. De quelle façon on va le partager, de quelle façon on souhaite le rendre disponible aux autres, de quelle façon on peut améliorer aussi pour les autres. Bon, on parle de l'air, mais on sait qu'on peut rendre ça concret à travers toutes sortes de gestes du quotidien, de façon d'être, de façon d'interagir, de façon de prendre possession d'un espace, d'un territoire, de quelle façon on le fait. Est-ce que on repousse, on tasse des choses, on tasse les limites, ou on partage. Voilà, en gros, je sais pas si ça répond bien. Oui, non, c'est bien. Puis en fait, moi, la question à laquelle ça m'amène, c'est, tu vas la présenter à Québec. Après, oui. Après. Ouais. Est-ce que l'approche du public, en fait, la façon que le public va réagir, c'est rentrer en compte dans le processus de création? Parce que ça doit être des publics même assez différents entre Montréal et Québec. Mm-hmm. Peut-être qu'un va être plus willing de vraiment embarquer, alors que d'autres, ça risque d'être un petit peu haut. Surtout, tu sais, vu que, comme tu dis toi-même, c'est un peu de recherche. Oui. Un aspect vraiment, on essaie ça, on sait pas ce qui se passe. Mais en fait, vraiment humblement, là, mais en fait, c'est mon défi dans cette pièce-là, d'avoir cette mission de trouver cette 5e personne, ce 5e élément. Ça relève aussi de ma sensibilité et de la façon aussi dont je vais approcher les gens. Donc, la façon de faire sera aussi sera la même à Québec et à Montréal, et on va aussi à Trois-Rivières entre-temps. C'est simplement, je crois que c'est d'entrer en contact avec un individu. Si je dois te convaincre de faire quelque chose, je crois que je peux y arriver. Mais en étant toujours à l'écoute aussi de la réception de la personne. Si c'est sûr que la personne ne veut rien savoir, je vais pas m'acharner sur elle. Une question d'éthique. Oui, c'est ça. Tu sais, j'y vais avec mon senti aussi de cette personne. Puis c'est une forme de qualité de rencontre aussi qu'on a avec les gens en général, peu importe que ce soit dans une salle de spectacle ou dans la vie, c'est quand même c'est ça, si je vais pas m'acharner à quelqu'un qui veut vraiment pas. Par contre, je crois que cette personne va être heureuse de faire cette expérience-là. Ça pour sûr. Elle va avoir accès à des choses que personne d'autre va avoir accès. Et son expérience va être complètement au niveau des sens, là, complètement à fond la caisse, là, dans tout. Puis c'est beau aussi de voir la fragilité de ça, d'hésiter de faire quelque chose. Puis comment rendre ça vrai sur scène, en fait, je crois que c'est difficile de le mettre en scène. Il faut le vivre. Puis souvent, ce que je trouve beau, c'est la beauté de cette fragilité-là et de ce temps-là qu'on prend
à rencontrer une personne, à lui assigner des tâches, des missions et de voir de quelle façon elle va interpréter, de quelle façon ça va interférer aussi avec la danse, de quelle façon tout ça va cohabiter. C'est un risque. Assurément, c'est un risque, mais assurément, c'est une expérience qui sera vraie, qui sera sincère, qui sera pas fait de façon à vouloir faire croire. Parce que ce qu'on va voir, ça va être la réalité. Donc, voilà. Comment est-ce que tu approches le besoin de livrer un certain produit pour les gens qui payent pour leurs billets, pour les diffuseurs et tout ça, avec ce désir-là d'une nouvelle expérience qui est beaucoup plus liée à justement l'expérience, le chemin que la destination d'une certaine façon? Pour toi, est-ce que des fois tu te sens un petit peu tiraillant entre les deux? OK. Je sais pas si ma question était claire. Ben, je pense. Parce que d'une certaine façon, tu sais, un public, les diffuseurs, tout ça vont s'attendre à voir un show, quelque chose qui est travaillé, quelque chose où tout le monde est vraiment, tu sais, savent en fait ce qu'ils font d'une certaine façon. Alors que toi, au contraire, il y a un grand aspect qui est vraiment travaillé au niveau de la chorégraphe, au niveau des autres interprètes. Mais tu as cet élément libre-là qui est plus incertain, donc qui risque de faire en sorte que ça soit pas tout le temps le même produit. Est-ce que tu sens des fois que tu dois livrer quelque chose de vraiment bien emballé ou tu as cette liberté-là justement d'essayer quelque chose parce que tu te dis que le parcours va être assez intéressant pour que ce soit pas une destination claire? En fait, c'est une très bonne question. Puis c'est sûr que c'est une question qui me prend à chaque moment que je suis en studio parce que c'est sûr que je dois avoir une direction avec cet élément-là. Je crois qu'on a trouvé des stratégies pour y arriver de façon à ce que ça soit reçu pour que l'expérience, parce que quand je parle d'expérience, je pense surtout à ceux qui sont assis dans la salle, pas à celui qui va faire, assurément va avoir quelque chose de très intense. Donc, c'est toute la complexité du contrôle et de ne pas contrôler. Donc, qui rejoint aussi ma thématique. C'est de le faire de façon à donner une direction que ce cinquième élément-là amène, je crois, à la verticalité dans le projet. C'est par lui qu'on va entrer et c'est par lui qu'on va sortir. Et c'est parce qu'il a bien voulu le faire que tout ça va avoir existé. Donc, je trouve que à ce moment-ci, quand on pense à cette idée, je trouve que c'est très, très... pour moi, ça me parle beaucoup et que c'est quelque chose qui va aller dans la façon dont tout le projet a été abordé. Donc, c'est vraiment collé à ce que je cherche et ensuite des stratégies. C'est sûr que je réponds très mal à ta question. Je réponds très bien au contraire. C'est sûr que j'en fais. Mais c'est bien de garder un certain mystère d'une certaine façon, tu sais. Ouais. Mais c'est bien je comprends en fait parce que tu veux pas tout dévoiler. Tu veux expliquer, mais tu peux pas rentrer trop dans justement exactement c'est quoi ces stratégies-là. Donc, c'est bien de garder un certain mystère. Mais je me demande, est-ce que un des buts, en fait, pour toi, c'est que le public qui va être assis dans leur siège d'une façon plus traditionnelle vont avoir cette porte d'entrée-là pour empathiser d'une certaine façon, pour se placer dans la peau de cette personne-là qui est lancée sur scène? C'est sûr que je fais un rebondissement direct, c'est une mise en abîme directe du spectateur qui se regarde regarder. Encore là, ça découle de mon questionnement de la place du spectateur avec l'œuvre, de quelle façon on regarde l'œuvre, de quelle façon on se dispose à regarder quelque chose, surtout pour la danse qui est quand même souvent... où c'est nos sens, en fait, qui sont appelés à répondre. Donc, ce que je fais avec cette expérience-là, c'est d'essayer de mettre le plus possible les sens ouverts à tout le monde pour pouvoir recevoir le projet avec un parcours dans lequel il y a quand même
une danse qui est là, qui existe, ou dans lequel on va essayer doucement de monter une pente pour aller vers un espace très grand, très libre, l'espace de l'imaginaire, l'espace dans lequel tous nos sens se prennent forme et ont toute la place aussi pour exister. Donc, c'est de cette façon qu'on a imaginé la possibilité de rendre présent sur scène l'air. Est-ce que, selon toi, ça existe un mauvais public, en fait? Est-ce que tu te dis, il y a des membres du public que je préfère juste qu'ils soient pas là parce qu'ils vont pas comprendre, ils vont pas être assez ouverts? Non. Ou est-ce que tu dis, tout le monde qui va être dans le public vont être valides? Tout le monde qui est le présent, qui ont fait déjà l'effort de se déplacer de chez eux, d'acheter un billet et d'être assis, ce sont d'excellents publics. Je pourrais jamais dire que c'est quelqu'un qui est mauvais public. Au contraire, non. Je pense que tout le monde qui sera là parce que ils sont là. Donc, à partir de ce moment-là, on cohabite ensemble dans cet espace-là pour ce temps-là. Donc, tant qu'à être ensemble, soyons ensemble, parlons-nous, disons-nous les choses. Puis, rencontrons-nous. C'est surtout ça, la rencontre qui est quand même au cœur de tous les projets qui sont menés par Danse Cas par Cas. C'est quand même un axe important dans lequel on imagine les possibilités à laquelle les projets vont prendre forme. Mais absolument, j'adore les gens des publics qui prennent ce temps-là pour être avec nous. Dans ce cas-là, l'artiste qui se dit un peu moi j'ai mon art à présenter, j'ai ma vision, puis si les gens comprennent pas, ben fuck them, c'est leur problème. Si tu t'identifies pas du tout à ça, je suppose. Ben, en même temps, je pense que je me suis jamais identifiée comme ça, là, mais en même temps aussi, ça se peut que les gens prennent pas cette proposition-là. Mais ça se peut vraiment. Ça se peut que ça soit pas dans le sens que eux attendent. Donc, à partir, c'est sûr que du moment que tu as des attentes versus quelque chose qui t'est proposé, des fois, ça va pas ensemble. Puis ça, j'ai pas de contrôle là-dessus. Donc, la seule chose que moi, je peux faire et dire, c'est ce en quoi je crois profondément et en quoi j'ai envie de m'investir en ce moment, et c'est dans ce sens-là. Par la suite, au niveau des attentes, oh là là, tous et chacun a son petit bagage avec lui. Je pense quand il arrive, peu importe devant une œuvre, et aussi là où tu te situes en ce moment dans ta vie, la perception de cette même œuvre-là. Dans ton parcours de vie va peut-être être différent aussi selon où tu te situes, selon là où t'es. Donc, c'est pas quelque chose qui m'effraie. Puis, en même temps, je suis un peu comme... je sais pas que je m'en fous, mais... T'es ouverte à ça. Je suis ouverte vraiment à ce qu'on prenne ou ce qu'on prenne pas. Karine, je me demandais si tu pouvais nous parler du choix du décor. Oui. Le mur de feuilles qui, justement, fait passer l'air. Et t'avais ta danseuse là, sur le petit vidéo, sur le ventre qui flotte un peu, si on veut. Il y a vraiment une thématique, évidemment, très évidente. Mais comment t'es venue à cette idée-là, en fait, du mur de feuilles qui est vraiment splendide? En fait, le mur existait avant. Okay. Donc, c'est vraiment une installation sonore qui est autonome en soi. C'est Patrick Saint-Denis, qui est compositeur, qui travaille avec moi pour ce projet-là. Comme que je travaillais sur mon autre projet Air, il m'avait présenté ce projet-là en me disant, tiens, tu devrais aimer ça. Puis là, j'ai comme fait, oh my God, que c'est beau. C'est un objet complètement... étrange puis aussi qui rejoint tout mon rapport avec l'interactivité, parce que le mur, en fait, c'est, je vais vous le décrire un petit peu. Donc, le mur est composé de 194 feuilles de papier, et derrière chaque petite feuille de papier, il y a un petit ventilateur. Il y a une Kinect, tu sais, quand on joue à la Kinect, oui, donc il détecte le mouvement, et c'est par le mouvement des danseurs que le mur est actionné. Donc, la chorégraphie est conçue beaucoup autour de l'interrelation avec le mur, avec le vent, qui est le vent projette, mais aussi les danseurs vont contrôler la lumière, le son. Donc, tout est interrelié.
Et donc, les danseurs ont beaucoup de responsabilités sur scène à travers la chorégraphie. Donc, c'est pas quelque chose qu'ils doivent actionner. C'est vraiment par, des fois, l'accumulation du mouvement, des fois par la vitesse du mouvement, selon ce qu'on assigne, que tout l'aspect du spectacle va moduler. Donc, il y a un aspect technologique assez important là, dans ce projet-là, absolument. Et puis, quand Patrick m'a présenté son mur, tout de suite, j'ai voulu essayer d'aller explorer, OK, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour le faire bouger, le rendre... mais c'est vraiment quelque chose qui collé avec la danse. Là. La danse pourrait pas exister sans le mur, en fait. Donc, c'est pas un objet seulement esthétique, bien qu'il est magnifique. C'est vraiment quelque chose qui déclenche toutes les possibilités de la danse qui est autour et qui amène aussi tout un aspect poétique qui vient où on va sentir le vent, où on va vraiment sentir les déplacements, les possibilités de mouvoir les choses dans l'espace par le mur. C'est ça, c'est un objet qui a toute sa place dans ce projet-là, surtout quand je parle d'interactivité, de lien. Donc, dans l'objet même de la scénographie, c'est présent aussi. Donc, c'est vraiment, tout est interconnecté ensemble. Et tu l'avais dans les répétitions, je suppose? On l'a travaillé en début de création avec le mur. Mm-hmm. Après ça, c'est un peu quand même complexe à entrer avec nous, puis à gérer. Donc, par la suite, on avait comme des modules qui simulaient, mais c'était pas le vrai mur. Puis là, en ce moment, on le redécouvre, on est avec lui tout le temps. Oui, avec lui actuellement. Ouais. Et pour ta gestuelle, pour expliquer aux danseurs comment est-ce que tu les laissais un peu libres d'improviser, si on veut, dans l'espace avec cette technologie-là, ou est-ce que tu les guidais? On a fait, oui, c'est sûr, beaucoup d'improvisation, puis beaucoup d'essais-erreurs. Par la suite, au niveau de la gestuelle, j'ai laissé beaucoup de liberté aux danseurs. En fait, c'est les danseurs qui ont amené les propositions. En fait, beaucoup par improvisation, des improvisations qui se faisaient. Je prenais certains éléments, certains détails qui s'étaient produits, puis je disais, OK, ça, c'est la direction pour cette idée-là. En fait, le projet est très simple, puisque c'est 3 tableaux, puis avec une idée par tableau. Il n'y a pas de développement autre que ces 3 tableaux-là qui vont faire un crescendo vers une montée où on ouvre sur un espace complètement ouvert. Donc, la construction du mouvement était, bien sûr, si je travaille pour en opposition à l'air, c'est toute la lourdeur, donc tout le poids qui est travaillé, puis doucement, on enlève ce poids-là, puis doucement, on montre vers une gestuelle qui est de plus en plus libre de toute contrainte, de tout poids, de tout... donc, c'est notre mission, c'est de partir et d'aller vers quelque chose de plus libre, autant dans le mouvement que dans l'idée. OK. Donc, c'est quelque chose qu'on essaye de faire cohabiter tout au long de la pièce jusqu'à la finale. Voilà. J'aimerais en fait, parce que tu mentionnes justement que tu as été très impliqué dans le développement de la danse, la scène de la danse à Québec. Puis ici, c'est sûr, à Montréal, on en entend peu parler. On ne sait pas vraiment ce qui se passe. Donc, est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu des développements, de ce qui s'est passé, de ce qui s'en vient pour la danse à Québec? Wow, OK. C'est la porte-parole pour la danse à Québec. Ah non, je veux pas ça. C'est trop. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Écoute, il s'en est passé des choses d'abord, avant tout, il y a le gros projet de la Maison de la danse là, qui est sur la table et qui devrait se concrétiser d'ici l'automne 2014. J'espère ne pas dire de fausseté, mais non, ça devrait se concrétiser. C'est un projet auquel tous les acteurs du milieu se rassemblent et auquel on a très hâte, en fait, que cette chose se réalise parce que ça va nous donner des studios, de l'accessibilité à des studios adéquats, aussi la possibilité tout à coup aussi de créer plus d'échanges parce que justement on veut pas se couper du reste du monde, au contraire, on veut que les gens viennent à nous, donc avoir des studios, des possibilités où que les gens vont pouvoir venir faire des résidences, des choses comme ça va beaucoup stimuler aussi le milieu.
Mais pour en arriver là, je peux pas résumer toutes les actions qui ont été faites. Puis c'est des actions de tous et chacun. En fait, chaque acteur du milieu, je pense, on a tous ça en nous, une petite part de missionnaire qui veut que la danse aille de l'avant, que les conditions s'améliorent et tout ça. Donc c'est un travail de tous les instants, dans tous les projets qu'on fait, aussi de faire une rétention de nos danseurs à Québec plutôt que qui nous désertent puis qui partent tous vers Montréal ou d'autres régions. Donc tout ça, c'est un travail, là, je dirais, monumental et à long terme. Puis on commence à en voir là des échos de tout ce qui a été fait auparavant. Puis il y a eu un gros travail aussi au niveau du développement de public qui a été fait. Je peux te dire qu'à Québec, les salles sont toujours pleines pour la danse, que même toujours souvent abondamment des supplémentaires. Donc c'est un travail qui a dû se faire dans les années de par tout le monde. C'est dans une continuation de ça. Maintenant, ce que moi je pourrais souhaiter pour le milieu dans ce qui s'en vient, c'est qu'il y ait de plus en plus de créateurs, de plus en plus de compagnies qui prennent forme, qui s'établissent, que les danseurs puissent travailler. C'est quand même eux qui sont la matière première, donc qui ait la possibilité de visiter le plus possible d'univers différents, qui ait la possibilité d'être le plus ouvert à différentes possibilités d'entrevoir la danse, d'avoir des expériences qui les chamboulent aussi humainement, d'avoir des expériences qui leur donnent un travail et bien sûr une bonne rémunération pour pouvoir en vivre et améliorer leurs outils, avoir des classes techniques qui peuvent continuer à développer ça, parce que la danse, c'est pas quelque chose qui s'apprend et qui s'arrête, là. Au contraire, c'est quelque chose qui se poursuit toute la vie une fois que c'est ton métier, en fait, de te poursuivre. Donc, voilà. Quelque chose que je trouve vraiment intéressant que la Ville de Québec a fait, en fait, depuis quelques années, c'est beaucoup de spectacles extérieurs gratuits pendant l'été. Souvent, c'est des spectacles aussi qui sont pas juste 2-3 soirs, mais qui durent à travers l'été quasiment. Les spectacles gratuits du Cirque du Soleil également. Ça semble vraiment aider le développement de public. Est-ce que c'est quelque chose que, disons, des jeunes créateurs de Montréal ou des jeunes créateurs de Québec, s'ils voulaient avoir accès à quelque chose comme ça, pouvoir monter un show et avoir un lieu où le diffuser à l'extérieur dans la Ville de Québec, est-ce que c'est quelque chose qui est tout de même assez facile ou est-ce que c'est limité à certains créateurs? En fait, je crois que non. Je pense que ça doit être accessible à tous. Ensuite, il suffit de formuler la demande et de le faire. Non, je crois que toute création est bienvenue à venir dans la Ville de Québec. Ensuite, qui fait les choix et qui, c'est pas moi. Je peux pas vous aider dans ce sens, mais ce que je peux dire, c'est qu'absolument, là, toutes les propositions sont bienvenues à venir nous visiter. Oui, on le veut, venez. Est-ce que toi, tu as eu l'occasion de faire des spectacles comme ça extérieurs? Comme je disais, moi, à part le projet Oser, qui est quand même très demandant, qu'on a commencé en 2001 à faire ce projet-là. Donc, ça a été dans les premiers projets, du moins à Québec, qui se faisaient en extérieur. Là, c'est sûr, je parle pas de... C'est sûr qu'il s'en est fait avant, il y a 20 ans, tout ça. Mais dans les dernières années, c'était quand même Oser qui a ouvert la voie dans ce sens-là. Puis... c'est sûr que le fait que c'est en extérieur et que c'est l'été, ça apporte aussi une façon plus conviviale, puis relax de découvrir la danse. Puis c'est aussi le fait que ça soit gratuit, que tu peux venir avec les enfants. Bon, tu sais, ça allège un peu l'accessibilité à plutôt aller voir un spectacle en salle avec toute l'organisation. Donc je pense que c'est un bon moyen qui a été mis en place à Québec pour faire justement du développement de public. Puis on a vu aussi que le public répondait très bien à ces appels-là. Les gens se déplacent vraiment, puis ils suivent, puis ils adorent ça. Est-ce qu'après, ils suivent en salle? Ça, c'est la question. Ce serait difficile d'y répondre en disant... faudrait faire un bon sondage là-dessus, mais je crois que oui, quand même. Il y en a certains qui découvrent la danse par ces moyens-là, puis que par la suite, on va les recroiser en salle, ce qui est le but ultime, hein, faut pas l'oublier.
Il faut que les gens viennent nous voir en salle. Bon, si jamais vraiment tu pouvais monter le projet que tu rêves, genre que tu avais accès à toutes les ressources que tu voulais, qu'est-ce que tu déciderais de faire? Ah! Grosse question. Wow! C'est intense! Qu'est-ce que je déciderais de faire avec tous les moyens? Je sais pas si c'est super le fun d'avoir tous les moyens. Il y a trop de choix. Déjà, la création demande à faire toujours des choix. J'aurais besoin d'un bon moment de réflexion, en fait, pour vraiment répondre comme il faut à cette question. J'aime bien l'idée de contrainte, en fait. Je pense que je travaille mieux avec des contraintes. Je peux penser à une possibilité, un objectif que je veux atteindre avec le projet, mais souvent aussi, comme j'essaie d'intégrer à même le processus de création, la thématique et les contraintes viennent de la thématique. Donc, déjà, tu sais, je mets certaines balises qui sont des fois très éclatées, des fois plus concrètes, plus fermées, plus spécifiques, voilà. Mais je crois que je travaille mieux dans la contrainte. Peut-être que je dirais avec ta question que ouais, ça me prendrait quelques contraintes. Peut-être que je voudrais décider de travailler dans un petit espace avec très peu de personnes, quelque chose de très minimaliste pour faire l'encontre de toute l'immensité qui me serait offerte. Peut-être que ça serait un choix comme ça que je ferais. Je sais pas. Donc, tu nous parlais en fait de ton projet Oser. Pour les gens qui savent pas exactement c'était quoi le projet Oser, tu as mentionné justement qu'il y avait des chorégraphes, que tu embarquais dans le projet, tu avais des danseurs, tu embarquais dans le projet. Comment est-ce que ça fonctionnait exactement? Est-ce que c'était tout le temps les mêmes chorégraphes? Est-ce que tu choisissais les chorégraphes un peu au pif? Jamais au pif. Toi, t'as l'air de savoir chorégraphier. Viens-t'en. Non, en fait, donc c'était à chaque été. Puis, je choisissais les interprètes entre 16 à 25. Puis, le but ultime, c'était aussi de créer une rencontre. Donc, c'était important pour moi de choisir des gens de Québec, mais aussi des gens de l'extérieur de Québec, de Montréal et de l'international. Des gens que j'avais croisés dans mon parcours, des gens qui répondaient à un appel ou à des coups de cœur aussi. Donc, je les mettais ensemble. Puis, ce que j'aimais bien, c'est que c'est des gens qui se connaissent pas. Puis, ensemble, chaque osée dure 5 jours. Ensuite, je choisis un chorégraphe. Puis là, le choix du chorégraphe était quand même important. Je pensais toujours au lieu où allait être présenté le projet. On sait que c'est sur des quais, mais dans quelle région, de quelle façon. Et aussi un compositeur. Donc, la musique était créée en même temps. C'était important aussi pour moi que ces gens-là ne se connaissent pas. Puis j'essayais d'aller chercher des univers, des fois très éloignés, des fois près, mais c'est des gens qui n'avaient pas eu l'occasion de travailler ensemble, puis que je me disais, ah ouais, ça serait un bon match, là, ces gens-là ensemble. Et puis, c'est de cette façon-là que je construisais les équipes. Et donc, ils arrivaient le jour 1, ils ne se connaissaient pas tous, et ils devaient créer ensemble dans la journée même un minimum de 20 minutes. Et le soir, c'était présenté au coucher du soleil sur un quai. Et la représentation, c'était de 20 minutes à maximum 45 minutes. Et c'était le même processus qui se faisait à chaque jour pour les 5 jours. Ensuite, dans le même été, je pouvais avoir plusieurs osées. Donc, il y a eu un été où on en avait 5. Donc, il y a eu 5 chorégraphes différents avec 5 équipes qui bougeaient aussi à l'intérieur. Il y avait des interprètes qui n'étaient pas les mêmes et dans 5 lieux différents. Donc, ça, c'est un été. Mais ça, j'ai fait ça pendant 9 ans de temps. Donc, ça voyageait beaucoup, ce spectacle-là aussi, hein? Beaucoup. On a beaucoup travaillé au Québec, puis on est allé aussi un petit peu en Europe, à Bruxelles, dans le cadre de Bruxelles-les-Bains. Puis, on est allé aussi à Newport, au Pays de Galles, 2 années. Donc, puis aussi même par rapport à l'Europe, je me déplaçais pas, donc j'envoyais des chorégraphes et des danseurs aller danser sur tel quai. Non. Mais donc c'est ça. La compagnie devenait comme plus un producteur, si on veut, là, à ce moment-là. Puis aussi, c'est toujours dans l'idée faut pas oublier que je suis basée à Québec. Donc, c'était une manière pour moi aussi que les danseurs puissent avoir accès à d'autres styles chorégraphiques, d'autres chorégraphes, d'autres idées de pensée, d'autres façons de faire. Puis c'était... c'est difficile de
faire des fois venir certains chorégraphes à Québec, pas parce que ça se peut pas, mais pour toutes sortes de circonstances. Donc, je trouvais qu'à travers ce projet-là, c'était une belle façon de pouvoir les amener, de les introduire aussi à connaître les danseurs de Québec, parce que suite à ça, il y a eu beaucoup de travail qui s'est fait, comme il y a des chorégraphes qui sont tombés en amour avec certains danseurs et puis qui les ont engagés pour leur prochaine production par après, tu sais, je pense, et l'inverse aussi, des danseurs qui ont aimé travailler énormément avec un chorégraphe puis qui l'ont invité dans l'année d'après à venir travailler à Québec avec eux sur des projets à eux. Donc, il y a eu plein de coups de cœur comme ça qui se sont créés. Puis ça faisait partie pour moi vraiment de quelque chose de très important où la rencontre réelle, une vraie rencontre artistique avait lieu. Oui, le produit est important, puis oui, l'effervescence de tout ça était très, très dynamique, mais il y avait quand même toute une raison derrière chaque choix artistique que je faisais pour mettre qui avec qui. C'était tout le temps en relation avec mon milieu, avec qu'est-ce que je pressentais que ça serait chouette d'avoir à Québec, puis d'offrir aux danseurs, puis de permettre que ces gens-là puissent se rencontrer. Et puis, il y a eu plein de belles rencontres qui a donné plein de beaux spectacles. On veut des exemples. Je vais donner des exemples peut-être montréalaises là, pour que vous vous situiez, mais je sais que, par contre, Mélanie Demers a rencontré le danseur Nicolas, nord d'un Osé. Donc, Nicolas Patry? Son grand Nicolas. Ils avaient jamais travaillé ensemble, puis à travers à Osé, elle l'a découvert, puis je me suis dit, elle m'a dit, ah ouais, c'est super, hein, lui. Je dis ouais. Puis tu vois, elle l'a engagé par la suite pour son projet. Ensuite, nous deux aussi, Mélanie et moi, on a connecté bien. Fait que on a créé la Nobody après. Ça a découlé du projet Osé. Par la suite, deux danseurs de Québec qui ont beaucoup aimé le travailler avec Louise Bédard. Donc, ils l'ont invité à créer un duo pour eux. Donc, j'ai une pile d'exemples comme ça de choses qui se sont produites par la suite. Donc, c'est une façon de stimuler le milieu en donnant l'occasion, c'est ça, de ces rencontres-là qui sont... puis le fait de pourquoi d'être sur les quais, c'était très simple. C'est qu'à l'époque, il y avait... Quand on se remet en 2001, c'est que l'été, il y a les danseurs, il n'y avait pas de danse d'été à ce moment-là, qu'on appelle. Donc, ils étaient tous libres, disponibles, un peu à rien faire, puis à angoisser. Fait que... Je disais, nous, on va faire des projets l'été pour justement stimuler que le travail reste continu, puis tout ça. Donc, puis pour les quais, je trouvais que c'est un endroit vraiment fantastique où les gens se rassemblent naturellement. Pour quand on habite le long du fleuve, là, on sait que les quais sont des endroits naturels où autant les jeunes que les vieux viennent au coucher du soleil flâner sur le quai, regarder les bateaux passer, tout ça. Puis je disais, puisqu'ils sont là, profitons-en, on va leur offrir un spectacle par la même occasion. Donc, c'est toutes ces idées-là rassemblées ensemble. Voilà. Excellent. Donc, on va avoir terminé l'entrevue. Est-ce que tu peux nous parler un peu de 3 paysages qui vont être présentés à l'Agora de la danse à Montréal et à la Rotonde et à Trois-Rivières? Oui. Donc, les dates pour chacune des villes. OK. Oui, alors, à Montréal... Sortez votre crayon. C'est les 13, 14, 15 février à 20h à l'Agora de la danse. Trois-Rivières, nous serons à la Maison de la Culture le 28 mars. À Québec, à la Rotonde, à Méduse, nous serons les 10, 11, 12 avril. Voilà. Parfait. Merci beaucoup, Karine. Merci. Merci à vous. Dirty Feet is recorded every week at the Montreal Improv Theatre. Check them out at montrealimprov.com. Dirty Feet is produced and hosted by Allison Burns, JD Papillon, Jen Doan, Joanie Farran, and distributed by No More Radio. You can find more about our show at nomoreradio.com. You can follow us on Twitter at Dirty Feet, and you can find us on Facebook at Dirty Feet Podcast. Tune in next week for a whole new show. Alors, la musique que vous entendez actuellement, c'est la musique de Patrick Saint-Denis, qui est compositeur pour le spectacle de 3 paysages.